Quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. La rupture, comment l'éviter, mais surtout comment la surmonter dans le couple à l'heure du swap, du stop et du zap. Les divorces augmentent d'année en année pour plusieurs raisons. Parfois c'est l'arrivée du premier enfant, parfois ce sont les effets négatifs de la routine, de l'ennui, de l'agacement devant la pérennité des petits travers de l'autre. Bref, il en faudrait des feuilles pour recenser toutes les bonnes raisons de rompre. La dispute en est une raison bonne ou mauvaise. Comment se disputer sans rompre sa relation? Vaste question que nous allons tenter d'explorer aujourd'hui avec mes trois invités dans cette émission Quête de sens. Avec, pour commencer, Stéphane Clerget. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes toujours médecin psychiatre, pédopsychiatre, auteur de nombreux ouvrages. On peut mentionner le célèbre Intelligence spirituelle de votre enfant chez le Duc, mais celle en lien avec l'émission. Cet ouvrage qui sortira dans une semaine, Ne plus souffrir en amour, tout simplement, à la Musardine. En un seul livre, bravo Stéphane, oui, parce que la littérature en sait quelque chose, n'est-ce pas? Bravo, merci en tout cas d'être là. Emmanuel Ballet-Cocremont, bonjour Emmanuel. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir, vous êtes toujours psychopraticien d'inspiration jungienne, vous avez publié plusieurs ouvrages, Vos enfants ne sont plus vos enfants chez Erol, et puis cet ouvrage en lien, là pour le coup, avec notre émission, J'arrête d'être mal dans mon couple tout simplement, chez Erol. Et enfin nous sommes en ligne avec Liliane Holstein. Bonjour Liliane. Oui, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue, vous êtes psychanalyste, vous avez publié de votre côté ce dernier ouvrage, La magie du couple heureux. Waouh, évidemment, ça nous fait rêver aux éditions Médicis, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dispute, évidemment, un couple peut être magique, sauf qu'aujourd'hui, c'est difficile à entendre à l'heure où l'on n'aime pas ni la contrainte, ni l'agacement devant les travers de l'autre, comme je le disais en introduction. C'est quand même une vraie réalité, Liliane, non ? Oui, bien entendu. D'ailleurs, le livre parle de toutes les difficultés que les gens rencontrent dans leur couple. Mais justement, le but de ce livre, c'est de montrer comment on peut les dépasser. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a quand même des gens qui arrivent à vivre une vie entière heureux et bien ensemble, bien après avoir dépassé des choses compliquées, des épreuves, des doutes, des souffrances parfois dans les couples. Et pourtant, ils ont réussi à les dépasser. Et donc, je parle de ces couples qui arrivent à ce prodige. Un prodige. Partagé par Emmanuel de Cocremont, c'est un prodige de surmonter la dispute. Un prodige, c'est un travail. C'est un travail. Je pense que faire couple, c'est un travail. Et il est nécessaire de savoir plusieurs choses. La première, c'est que les couples heureux existent. Voilà, vraiment ou pas? Oui, vraiment. C'est quoi un couple heureux? Un couple heureux, c'est un couple qui finalement garde une façon d'être en lien dans un mouvement, dans une construction, quelque chose de dynamique finalement, qui ne s'enferme pas dans des habitudes ou un train-train quotidien, etc. C'est aussi sortir du mythe du couple. Il y a à peu près 98%, il y avait une étude qui disait que 98% des personnes pensaient qu'être heureux en amour, c'était en couple. Et en fait, c'est un mythe, le couple. Tout le monde n'est pas fait pour faire couple. Et puis, deuxième chose importante, qu'est-ce qu'un couple? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit la nécessité de réinventer le couple. Par exemple, moi, j'ai des personnes que j'accompagne en thérapie de couple. Par exemple, le couple non cohabitant, aujourd'hui, c'est une formule... Ça s'appelle le célicouple. Voilà, par exemple, c'est une formule qui peut fonctionner et qui peut justement permettre aux individus de faire couple sans être à un endroit de limite qui les mette trop en difficulté. Vous êtes pour? Je sais pas, pour le... Célicouple? Oui, c'est pas être pour ou contre, c'est que ça peut vraiment être adapté et permettre de construire une relation amoureuse épanouissante. Vous partagez, Stéphane Clerget, sans parler forcément du célicouple tout de suite, mais c'est un mythe, ça reste un mythe quand même, hein, le couple qui doit être bien, heureux, accompli, et donc c'est complexe. Je crois pas que ce soit un mythe, parce que c'est assez récent. C'est justement, pendant longtemps, le couple ne devait pas forcément... Chacun était à sa place et chacun avait sa fonction. Donc, on devait faire son travail, pour reprendre le terme. Son devoir d'État. Oui, c'est ça. Et donc, la notion de couple amoureux, où on se choisit, où les sentiments doivent dominer, non, c'est trop récent pour être un mythe. Ouais. Après, il y a des mythes récents, hein, mais des légendes urbaines. En tout cas, il y a des gens qui sont ravis d'être en couple, mais la question, elle est aussi de la durée. C'est-à-dire qu'on peut être très heureux en couple, mais sur une durée
qu'on peut considérer comme brèves à l'échelle d'une vie. Et les jeunes gens que je vois en consultation aujourd'hui, justement, m'étonnent parce qu'ils n'envisagent plus du tout comme ceux de ma génération être en couple pour la vie. Et c'est devenu rare. C'en est un peu triste, évidemment, parce que c'était un peu nos rêves, nous, plus jeunes. Mais aujourd'hui, les jeunes ne rêvent plus sur ce sujet-là. Ils se disent, non, dans ma vie, je peux avoir plusieurs histoires d'amour. Ils ont envie d'être en couple pour la plupart. Ils aiment le couple pour la plupart. Mais des couples successifs leur conviendraient. Mais le problème, c'est qu'on est amoureux de l'amour, Liliane Holstein. Est-ce que c'est pas un peu ça, quand même, le problème ? Effectivement, parce que il est vrai que lors des rencontres, en fait, les gens vivent une période extraordinaire où ils se sentent volés, en fait, au-dessus de la vie de tous les jours. Et c'est une période tellement bénie, tellement idéale, magnifique, où les gens sont tellement proches les uns des autres, ont envie de s'aimer, de se toucher, de s'embrasser, de se regarder, de se parler tout le temps. C'est vraiment une période merveilleuse, je pense, qui laisse des souvenirs à toute personne qui a eu la chance de connaître ça. Donc peut-être effectivement, pour reprendre le propos précédent, les jeunes actuellement, les gens plus jeunes, veulent multiplier, en fait, veulent prolonger cette période-là, et dès qu'elle s'arrête, parce que forcément, il y a le principe de réalité de la vie, avec le travail, la fatigue, l'arrivée des enfants, etc., et bien dès que ces difficultés arrivent, probablement les gens jettent l'éponge un petit peu trop tôt, alors que ça pourrait devenir très intéressant, au contraire, de dépasser ça ensemble, et finalement de se connaître encore mieux, de se connaître sous d'autres angles et de s'aimer peut-être d'une autre manière encore mieux. Vous dites, vous êtes heureux parce que votre premier chapitre consacré à l'histoire du couple, finalement, vous dites qu'à d'autres époques, finalement, pour les couples, vous dites-vous, qui ont réussi à se sortir de ces apocalypses, c'est-à-dire des morts, des accidents, des maladies, des guerres, le miracle de vivre était si concret qu'il devenait alors inconcevable de se menacer de se séparer en cas de désaccord, même quand l'amour s'effilochait, dites-vous, pour des raisons diverses, par l'usure du temps, des malentendus importants, donc des disputes. Les couples restaient soudés. Alors, excusez-moi, Liliane, je me permets de soumettre cet extrait à Emmanuel de Caucremont. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel ? Je pense que... on est une autre époque, donc... Oui, on parlait d'une autre époque, la période de guerre, des périodes dramatiques. Le monde a connu tant de guerres, etc. Et bien entendu encore maintenant. Donc les gens étaient tellement dans la survie qu'il fallait juste pouvoir vivre un jour de plus, etc. Donc quand enfin ça s'arrêtait, quand ça se calmait, juste ils étaient contents d'être ensemble. Tout simplement. Voilà, ils étaient tout simplement, oui. Et qu'est-ce que ça nous dit à nous alors, Emmanuel ? De tout ce que j'entends, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mythes modernes. Donc le couple est bien un mythe, et c'est un mythe récent. Et vous avez raison de dire que finalement, le mythe qui s'appuie, enfin le couple, la construction d'un couple qui s'appuie sur l'amour, c'est quelque chose de très très récent. Et ça, pour rebondir, à l'oublier, ça. Hein. Oui, c'est très récent. C'est fin 19e à peu près. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très récent. Mais on est bercé par des récits anciens qui, eux, nous parlent de romance, de l'amour romantique. L'amour c'est en courtois, cela que je parle exactement, par exemple, encore plus ancien. Donc le mythe romantique existe vraiment dans notre psyché. Et c'est pour ça que, pour rebondir sur ce que vient de dire notre invité, là aussi, c'est l'idée aussi que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une moindre résistance à ce que j'appelle, moi, le stress post-romantique. C'est-à-dire quand est-ce que dans le couple, on voit finalement l'effondrement de cette phase romantique qui est de plus en plus courte, on constate. Avant, elle pouvait durer 1 an, voire plus. Aujourd'hui, parfois, dans les relations que j'accompagne, des couples que j'accompagne, ça peut être quelques mois. Et on voit l'effondrement de la concorde, on voit l'effondrement de l'harmonie, on voit l'effondrement du désir aussi, par exemple. Et souvent, aujourd'hui, les individus interprètent ça comme un échec. C'est-à-dire, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon couple, je n'ai plus de désir, ou finalement, on s'entendait bien pendant quelques mois, mais là, maintenant, c'est plus possible. Donc, c'est vrai qu'on est quand même dans une société de consommation, on est dans une société matérialiste qui nous pousse toujours à posséder, ce qui nous rend tout de suite heureux, rapidement heureux. Et donc, le couple n'échappe malheureusement pas à ça. Et c'est vrai que beaucoup de gens se disent, finalement, voilà, maintenant, je n'ai plus de désir, je passe à autre chose, etc. Or, je disais que le couple est un travail parce que, par exemple, le désir, c'est un travail. C'est un travail, moi ça fait 35 ans que je suis en couple, et le désir, je le travaille tous les jours.
C'est vraiment le désir, le maintien du désir, ce que j'appelle l'érotisation du lien, que je développe aussi dans mon livre. C'est vraiment un travail quotidien. On ne peut pas croire que le désir va nous tomber du ciel comme ça, puis d'un seul coup, ça y est, on a à nouveau envie de l'autre. Non. En fait, on passe d'un aspect un peu passif, c'est-à-dire on est comment peut-on dire ça, ça nous tombe dessus, on est amoureux, on l'est plus, c'est le dessin. Il y a un discours comme ça très tendance qui vise à nous faire croire qu'en fait on est... c'est un peu ce que vous disiez, Stéphane Clerget. C'est amusant parce que vous aviez j'ai compris ça dans ce que vous disiez tout à l'heure en disant bah oui, on a plusieurs histoires d'amour, on peut pas aimer toute une vie. C'est une école de pensée. Oui, une école de pensée assez récente, mais l'idée quand même d'être en couple avec quelqu'un reste un rêve. C'est vrai, qui paraît un rêve. Ah oui, chez les jeunes. Encore aujourd'hui. Mais on y croit. C'est un rêve, donc on n'y croit pas. C'est pas réaliste. Ils ont tous subi la séparation de leurs parents et ça a été pour beaucoup assez traumatisant. Hein. Ça reste, même si c'est facile de divorcer, ça reste traumatique pour la plupart des enfants. C'est un rêve brisé, hein, et donc pour eux, c'est devenu impossible, hein, de rester longtemps avec quelqu'un. Ou au contraire, peut-être qu'ils ont envie de résister, se dire j'ai pas envie de faire subir ça, mais peut-être à mes propres enfants, et de chercher une personne, de m'engager avec quelqu'un, par exemple, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Malheureusement, ils ont dans l'idée qu'on peut faire des enfants sans forcément vivre ensemble. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très récent et sans doute à déplorer. Moi, je suis plutôt partisan du fait que la famille vive sous un toit commun, alors pas forcément dans un F2, hein. Mais l'idée d'être ensemble, moi ça me paraît une bonne résistance, justement. On parlait de la société de consommation et c'est vrai que tout nous pousse aujourd'hui à avoir chacun son appart, chacun sa voiture, parce que sur le plan économique c'est plus avantageux pour les détenants. Moi je pense qu'une bonne résistance à ça, c'est justement de faire famille, de faire pas forcément de faire clan, parce qu'on peut être une famille ouverte, mais d'être en tout cas sous un toit commun. Et alors, on va se disputer évidemment beaucoup plus facilement que si l'on est sous un toit différent. Et alors, que fait-on? Justement, rentrons dans notre sujet, si vous le permettez, au fond, quand la dispute... quand la dispute apparaît, alors je sais pas, le lendemain du mariage, 10 jours ou 1 an ou 3 ans après, non mais ça fait partie, j'imagine, de la vie de nombreux couples, mais comment ça se fait que certains surmontent ça et pas d'autres, Stéphane? C'est vrai que la première dispute, c'est quelque chose d'important dans une relation. Elle doit être marquée, elle est significative et elle nous dit d'ailleurs comment vont se passer les disputes futures. C'est-à-dire que dès la première dispute, on voit si finalement on se dit parce qu'on a quand même des choses à dire, et que c'est une dispute enrichissante, c'est-à-dire on communique malgré tout, même si on le fait avec des cris et c'est dommage, mais au moins on dit des choses. Et si on dit des choses et qu'après la dispute, on propose des solutions et on essaie de les résoudre, ça c'est plutôt rassurant pour l'avenir. Mais des disputes où finalement on communique pas vraiment sur ce qu'on ressent, on est plus dans le tu devrais faire ceci que je ressens cela, et qu'on commence à être irrespectueux vis-à-vis de l'autre, là, c'est effectivement un mauvais signe. Oui, Emmanuel. Oui, tout à fait. La dispute doit respecter un certain nombre de règles, je dirais. La confrontation, je pense, est nécessaire dans un couple parce que finalement, faire couple, c'est grandir ensemble. Donc, la confrontation est légitime, elle est normale. Mais il s'agit vraiment de préserver ce qui fait le cœur de l'union dans le couple, c'est la vulnérabilité. Et donc, ne pas attaquer ce qui fait mal chez l'autre, ce qui est son point de vulnérabilité. Ça, c'est un respect fondamental de la relation. Parce que là, on n'est plus dans la confrontation saine, on entre dans la dispute qui fait mal, et dans la dispute qui fait mal, on finit par créer tout un tas de process qui peuvent mener à la séparation. Le reproche permanent qui s'arrête là, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Exactement. Après, j'aime beaucoup, moi, les travaux d'un grand chercheur américain qui avait travaillé sur le couple pendant une trentaine d'années dans ce qu'il appelait le Love Lab. L'un de ses résultats est amusant, c'était de dire que 65% des conflits dans le couple ne sont pas résolvables. Waouh. Et je trouve ça très intéressant parce que ça permet aussi de savoir que le but dans la dispute et la confrontation, ça n'est pas d'avoir raison. Ça n'est pas forcément de l'emporter parce qu'on ne va pas forcément trouver, en fait, un accord.
Donc il faut aller au-delà. C'est quoi le but ? Le but, c'est finalement toujours revenir à ce qui nous relie plutôt qu'à ce qui nous désunit. Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas être d'accord sur tout, c'est pas possible. Non, c'est ça le... Et ça, il faut bien l'admettre. Et la deuxième chose aussi, qui va dans le sens de la continuité de la communication dans la relation, c'est aussi de ne pas mettre en échec les tentatives de rapprochement. Quand il y a dispute, il y a souvent, même si on continue à communiquer, il y a quand même, on est chargé émotionnellement et on n'a plus envie d'être avec l'autre. On est bien d'accord, et c'est bien normal. Donc chacun va dans son coin, et puis voilà, et ce temps de digestion émotionnelle est très important. Mais par contre, l'un des résultats du Love Lab, c'était celui-ci. On ne met pas en échec la tentative de rapprochement. Lorsque l'un des deux partenaires revient vers l'autre avec une bonne intention, c'est-à-dire soit reprenons notre discussion calmement, un pas en avant, soit et si on allait au restaurant ce soir, ou tiens, on va faire un câlin, voilà. Toutes ces tentatives de rapprochement ne doivent pas être mises en échec. Et là, c'est une façon d'apprendre dans la relation à ne pas vouloir, à chercher, à ne pas toujours avoir raison, à l'emporter sur les autres, parce que dans une relation lutte de pouvoir, il n'y a jamais de gagnant. C'est ça, et fuir la lutte de pouvoir. Sincérité, Richard Cochante, à tout de suite. La journée j'ai tout donné au travail, et quand arrive la nuit, il me reste dans un grand ciel les étoiles. Dans les ruisseaux je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la vie, comme des amants que séparent les étoiles. Sincérité, c'est le nom que je voudrais te donner. Sincérité, c'est le nom que je voudrais nous donner. Dans les ruisseaux je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la vie, comme des amants que séparent les étoiles. Dans la journée j'ai tout perdu au travail, puis je reviens dans ta vie. Il nous reste dans un grand ciel les étoiles. Sincérité, c'est le nom que je voudrais te donner. Sincérité, c'est le nom que je voudrais nous donner. Dans la journée j'ai tout perdu au travail, puis je reviens dans ta vie. Il nous reste dans un grand ciel les étoiles. Je voudrais bien un jour tout te donner, tous les jours, toutes les nuits, les rêves et les merveilles des étoiles. Sincérité, c'est le nom que je voudrais te donner. Sincérité, c'est le nom que je voudrais nous donner. Je voudrais bien un jour tout te donner, tous les jours, toutes les nuits, les rêves et les merveilles des étoiles. Dans la journée j'ai tout donné au travail, et quand arrive la nuit, il me reste dans un grand ciel des étoiles. Sincérité, c'est bien tout ce que je peux te donner. Sincérité, c'est le nom que je voudrais te donner. Sincérité, c'est bien tout ce que je peux te donner. Comment se disputer sans rompre sa relation, garder sa sincérité, évidemment, sans doute. Mais attention, raison de Guettou en
prenant en garde de ne pas rester sur des reproches, des idées toutes faites, de ce que doit être l'autre, ce que doit être le couple. Stéphane Clerget, Emmanuel de Caucremont et Liliane Holstein sont avec nous pour tenter de répondre à cette question, comment se disputer sans rompre sa relation. Et Stéphane Clerget, juste avant de poser la question à Liliane Holstein au bout du fil, c'est très intéressant, vous évoquez effectivement la transition aussi que nous sommes en train de vivre. Jadis, je ne suis pas en train de prôner le c'était mieux avant. En revanche, c'est vrai que d'une certaine façon, les rôles étaient quand même bien les fonctions étaient prédéfinies. Et ça rendait d'une certaine façon les choses un peu plus claires, en tout cas. Plus simples, oui. J'en sais rien, mais plus claires. Exprimez-vous. Chacun avait ses fonctions. Par exemple, la femme s'occupait de l'intérieur, s'occupait des enfants. L'homme assurait une sécurité matérielle, financière et même physique parfois. Donc c'était des rôles, mais chacun apportait quelque chose à l'autre et chacun bénéficiait de ce que l'autre pouvait lui apporter. Alors c'était évidemment figé et on n'avait pas forcément envie d'occuper ce rôle-là, on aurait peut-être préféré occuper l'autre rôle ou tous les rôles, mais bon, en tout cas, au moins on recevait et on donnait. C'était le principe du couple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son ou sa partenaire, on était dans une mise en commun de nos compétences et donc il y avait un partage. Or aujourd'hui, ce que je constate, pour le déplorer évidemment, c'est que chacun attend que des choses de l'autre, que l'autre s'occupe de nous, nous apporte tout ce qui peut nous manquer, mais on a moins en tête de nos obligations vis-à-vis de l'autre, de lui apporter quelque chose. Et forcément, c'est caduque. Si chacun attend quelque chose de l'autre et n'offre rien en échange, ça ne peut pas tenir bien longtemps. Ouais. Ça tient le temps de la passion, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous en dites, Liliane Holstein ? Moi, je pense qu'il est très important quand les gens ont tendance à se disputer, parfois dès les premières semaines, dès les premiers mois, de retrouver un peu de compassion devant ces personnes dont on a été fou amoureux très souvent dans les débuts, et de ne pas le voir comme un ennemi. Très souvent, inconsciemment, on va voir la personne comme un ennemi, comme une personne qui vous veut du mal, qui vous dit du mal, etc. Et il faut remettre les choses à leur place, parce que dans le stress des disputes, on oublie que cet être a été un essentiel, pour lequel on aurait peut-être fait le tour de la Terre pour le retrouver, et qu'on aurait voulu protéger coûte que coûte contre d'autres personnes qui auraient pu le blesser ou lui faire du mal ou lui dire du mal. Donc c'est important de se remémorer ça, de se remémorer ces émotions qu'on avait vis-à-vis de cette personne au tout début, qu'on aurait surtout voulu protéger, et s'interroger finalement sur le fond de ce qui agace chez l'autre. Car bien souvent, inconsciemment, on rejoue des scènes et des énervements, des agacements qu'on a pu voir dans sa propre enfance en observant le couple parental. Et ce sont des choses qui se sont inscrites dans nos inconscients et qui se remettent en place dans la situation de couple, de son propre couple. Et c'est là où finalement la relation de couple est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'elle nous force à nous dépasser. Soit on rejoue perpétuellement les mêmes scènes finalement qui sont vécues de génération en génération, avec les mêmes agacements, les mêmes choses parfois graves dans les couples, dans les dysfonctionnements, ou soit on se décide à comprendre ce qui ne va pas, et finalement on passe un palier, on devient vraiment soi. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour montrer combien on peut passer de palier en palier quand on arrive à comprendre ce qui dysfonctionne dans son couple. Et petit à petit, finalement, à se dépasser, à devenir meilleur, de meilleur en meilleur. Et finalement, à s'aimer de plus en plus, paradoxalement. Bien plus et d'une façon beaucoup plus épanouie que dans les premiers temps. Parce que dans les premiers temps, finalement, qu'est-ce qui crée l'enthousiasme amoureux ? Il y a beaucoup de phénomènes hormonaux. Je suis désolée de détecter les choses, mais ça entre beaucoup en ligne de compte. On est beaucoup aidé par tout un tas de substances neurochimiques qui créent des colles affectives dans le couple. Et c'est justement quand ces colles affectives et neurochimiques commencent à s'atténuer dans l'organisme que la vraie relation de couple réelle commence à intervenir, avec parfois des désillusions, puisque forcément la personne n'est pas aussi idéalisée dans la réalité que comme on l'a vu au départ, bien entendu. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est là où
on va devoir dépasser tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'on fait de cette désillusion? C'est une très bonne... Merci beaucoup Liliane Holstein. Emmanuel Ballet-Cocremont, qu'est-ce qu'on fait de toute cette désillusion? Ça, c'est intéressant parce que ça fait partie des premières grandes disputes dans l'histoire d'un couple. Toute histoire de couple, on est bien d'accord. Il y a l'amour fou, puis boum, le plateau qui descend, on connaît le schéma. Et là, bam, on se voit tel qu'on est, quoi. La nature revient au galop. L'une des clés, c'est de considérer que dans une relation, on est bien 3, on n'est pas 2. C'est-à-dire qu'il y a les 2 partenaires et la relation. Et la relation, c'est une entité à part entière. Et cette entité, au départ, elle n'existe pas en fait. C'est-à-dire qu'elle est... et il y a une forme dans l'amour romantique ou dans le tombé amoureux de départ, qui n'est pas d'ailleurs le modèle forcément pour tout le monde. Mais bref, au départ, on est dans un système de projection. On croit rencontrer l'être aimé parce il correspond à ce qu'on imagine être parfait pour nous. Et donc, il n'y a pas de relation réellement. Il n'y a qu'un ensemble de projections. Et dans ces projections, c'est vrai qu'il y a des tentatives de réparer notre histoire d'enfant. Il y a des tentatives d'obtenir des réponses à des besoins inassouvis, d'avoir un substitut parental là où on a eu le sentiment d'avoir un parent défaillant, etc. Donc toutes ces projections positives ou négatives ne font pas vivre la relation. Et la première dispute, c'est peut-être le premier moment où apparaît ce lien entre nous, ce qu'on appelle la relation, et que cette relation, c'est le début d'une construction. On va apprendre à être en relation avec ce qui nous unit, ce qui nous désunit, et toujours dans le respect à la fois des besoins, mais aussi des limites de l'autre, et dans cette réciprocité, parce que si ça ne va que dans un sens, c'est évident que ça ne fonctionne pas. Je pense que la première sensation que l'on a tous pu traverser, vivre, subir, j'en sais rien, ressentir en tout cas, l'impression d'être dupé. C'est peut-être d'être dupé même sur la marchandise, mais vous voyez ce que je veux dire, Stéphane Clerget? Oui, et à ce moment-là, il faut se dire, je suis dupé parce que soit j'idéalisais, soit je crois être dupé alors que je ne le suis pas, mais c'est parce que ce point de vue-là ne me convient pas. Mais ça n'est qu'un point de vue, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se déplace un peu, qu'on fasse 3 pas de côté et qu'on retrouve l'amour qu'on avait pour celui ou celle qu'on aimait. Mais c'est vrai que dans la dispute, on se croit dupé, on se croit surtout trahi, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'autre qu'on aimait devient quelqu'un d'autre. Mais on a ça chez l'enfant des fois, quand les parents... ça fait partie des angoisses d'enfant, qu'en fait, la mère qu'on aime ou le père qu'on aime, en fait, c'est plus souvent la mère d'ailleurs, change de masque, en fait. Et un masque peut devenir d'un seul coup très méchant, double face, quoi. Et on a pas mal ça dans les films américains, dans les thrillers, ou même sur Netflix, dans les films actuels. Hein. Ça fait un certain nombre de décennies où c'est un thème très présent dans les films américains, de l'ennemi intérieur, où en fait celui qu'on aime, celui en qui on a confiance, et bien finalement est un traître et veut nous tuer ou se moque de nous. Donc c'est vraiment, vrai, on passe de l'un à l'autre, quoi. Une espèce... tendance. Et c'est terrible, il faut se méfier de ça, quoi. On nous pousse justement à être parano, et justement maintenant il faut se méfier de la parano, quoi, et de notre parano, quoi. Donc, parce que ça nous empêche en plus d'être nous-mêmes finalement aussi, d'être parano. Oui, ça nous empêche simple, quoi. De jouir de la vie, d'être dans la confiance, et c'est quand même plus agréable. Hein. Alors aussi. Bien sûr que si on fait confiance, on peut toute confiance peut être trahie, mais enfin c'est tellement agréable d'être dans la confiance que plutôt qu'être dans la parano, c'est moins fatigant. C'est épuisant, la parano. Oui, c'est épuisant, comme vous dites. Liliane Holstein, ça vous fait rire aussi, le sourire, le coup de la duperie ou pas? Oui, effectivement, mais vous savez, tous les mythes, les contes de fées parlent de ça, finalement. Le masque de la sorcière, cette femme qui se transforme, etc., avec un masque de la colère de la sorcière. Dans les mythes, c'est ça, c'est la colère qui transforme la mère, qui transforme la tendresse en une personne épouvantable. Et ça, finalement, c'est une trahison pour les enfants. Parce que les enfants sont tellement dans un amour absolu vis-à-vis de leur mère, quand elle est énervée, agacée et qu'elle se transforme, effectivement, ils ont l'impression d'être trahis. Chose qui peut être retraduite après dans la relation de couple. Quand l'un est en colère, énervé ou différent pour une raison ou pour une autre, effectivement, il y a une sensation de trahison. Il y a une transformation. Il y avait une idéalisation et d'un seul coup, il y a une transformation. Et en fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de patience et de compassion, c'est d'observer l'autre et de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est énervé? Pourquoi elle est agacée?
qu'est-ce que j'ai pu dire, faire, etc. Mais sans se culpabiliser, juste en voulant comprendre pour avancer, pour s'améliorer. En fait, parce que merci d'évoquer ça, Liliane, et c'est vrai qu'Emmanuel, à moins que vous soyez rebondir sur le coup de la duperie et de la trahison, il y a aussi certainement que vous me confirmerez cela, parce que c'est souvent dit dans cette émission par les uns et les autres experts, c'est que on a tendance aujourd'hui à vouloir fuir aussi le conflit, à détester la dispute, à préférer ce qu'on appelle le ghosting. C'est un peu un peu simpliste, mais le fait de plutôt s'évaporer, fuir, ne pas se confronter en fait, ni à soi ni à l'autre. Oui, juste pour la trahison, je voulais aussi ajouter que faire couple, c'est vraiment une stratégie du meilleur et du pire. Et le pire dans cette formule est le plus important. Pourquoi ? Parce que dans le couple, on va être confronté à des convictions profondes. Et parmi nos convictions, il n'y a pas que les convictions idéalisées. Il y a aussi les convictions en fait dégradées à l'intérieur de nous. Ça veut dire que quand on se sent trahi par l'autre, c'est aussi que quelque part dans la relation, on cherche à se voir, à se confirmer en fait le pire. Et c'est ça dont il faut être vigilant. Je ne comprends pas, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on porte en nous le pire dans la relation. C'est-à-dire que nous avons la tentation de chercher à mettre la relation à un endroit qui confirme le pire. Finalement, c'est bien la preuve que je ne peux pas être aimé. Finalement, c'est bien la preuve que l'autre me ment, etc., etc. Et ça, c'est lié, bien sûr, à ce qu'on a vécu dans l'enfance, à différents schémas, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ça, du coup ? C'est de surveiller ça, en fait, pour comprendre que ces soi-disant trahisons ne sont en effet qu'un point de vue, qu'une sorte de conviction qu'il nous faut combattre et faire ce pas de côté pour sortir de cette hypnose, réellement. Et ça explique pourquoi la confrontation est nécessaire. Parce que sans confrontation, on ne va pas aller, en fait, au contact du mensonge que l'on porte en soi. Se confronter à l'autre, pour moi, c'est vraiment ça dans le couple. C'est extirper par la communication, par le lien qu'on continue à garder présent à l'autre, extirper ses racines, ses convictions, parce que forcément, personne n'a vécu une enfance parfaitement heureuse, ça n'existe pas. Donc, on a tous plus ou moins des défaillances, on a un modèle d'attachement qui peut être très anxieux, etc. Donc, on a plein de convictions en nous qui nous font croire que finalement, je ne suis pas beau, je ne suis pas digne d'être aimé, je ne suis pas... Et tout ça, on va être confronté dans le couple. Et c'est parce qu'on se confronte qu'on va réussir peu à peu à arracher, en fait, ses convictions, ses racines du pire. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire dans une dispute? Alors là, tout tempérament confondu, les choses à ne pas faire, les choses à faire. Mon collègue l'a dit, c'est-à-dire faire mal, c'est-à-dire manquer de respect, avoir des mots pour faire mal, aller planter finalement ou appuyer sur ce bouton ou planter quelque chose dans la plaie, dans ce qu'on sait qui est douloureux pour l'autre. Si on sait que l'autre, par exemple, a peu d'estime de lui-même, qu'il se trouve pas très beau, etc. Si lors dans la dispute, mais tu t'es vu comme tu es moche, comme tu es laide, ça c'est odieux en fait. Ça, c'est faire mal. Et notre collègue nous le dit, c'est-à-dire, oui, attention à cette compassion nécessaire dans le couple. Compassion, c'est cum partire, c'est-à-dire avoir la capacité de comprendre et de partager ce qui fait mal, la souffrance de l'autre, et de ne pas rajouter sur cette souffrance. C'est fondamental. C'est ce qui préserve le noyau de l'amour, la vulnérabilité. Finalement, faire couple, pourquoi est-ce que c'est magnifique ? Parce que ça nous rend plus forts. Et pourquoi ça nous rend plus forts ? Parce que dans le 2, on se sent plus solide face à nos fragilités, face à notre vulnérabilité, face à nos faiblesses aussi. Et donc, c'est pourquoi le couple ne peut pas être un endroit où on est mortifié, où on est blessé à cet endroit. Et on ne peut pas vouloir que tout aille bien et éviter, c'est pas possible. On est obligé de se confronter à un moment donné, Stéphane Clerget, on ne peut pas passer à côté de ça, c'est pas possible. On ne peut pas vouloir que tout aille bien, on peut toujours le vouloir, mais on est rarement satisfait. Ça marche pas comme ça. Non, mais l'idée, ça pourrait être, si on veut être absolument optimiste, de voir justement dans la dispute la preuve, puisqu'on a dit que c'était aussi quelque chose qui était inhérent au couple, mais inhérent aussi à l'évolution du couple. Puisque le couple évolue sur la durée, il y a des changements, forcément il faut s'adapter aux changements. À chaque changement, il y a une petite crise intérieure aussi. Donc là, vous parliez de la naissance d'un enfant, etc. Donc il y a des tensions, donc il y a des disputes. Mais si la dispute se fait sans cri, se fait avec une écoute active, se fait avec du respect, finalement, c'est plus une dispute, c'est un débat. Et les débats font avancer. Et donc, un débat, c'est bien.
La naissance d'un enfant, juste avant qu'on se sépare, c'est vrai que ça crée souvent, je crois, que 2 couples sur 3 se séparent à la naissance du premier enfant. Dans les 2 premières années de l'année. Ça veut dire quelque chose, Stéphane Berger? Oui, c'est effrayant. C'est effrayant quand même. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'y prépare. Et ça veut dire qu'il faut qu'on prépare les jeunes couples et qu'on leur dise que c'est une période à risque et qu'il faut anticiper absolument. Ouais. Et ceux qui veulent voir des thérapeutes de couple, il faut peut-être aller les voir avant un enfant pour se préparer, et parce qu'on ne s'attend pas du tout à l'impact que ça peut avoir. L'impact sur soi, parce que c'est un bouleversement personnel. Le premier, les autres, il peut y en avoir aussi. Mais, surtout le premier quand même. Oui, c'est quand même surtout le premier. Et donc, il va y avoir un changement. Puis après, il y a évidemment des liens nouveaux. Par exemple, la mère va s'occuper de l'enfant et du coup, le père se sent délaissé. C'est des grands classiques, mais il y a d'autres formes auxquelles on ne pense pas forcément, qui sont tout aussi problématiques. Et puis aujourd'hui, puisqu'on n'est plus dans ces rôles partagés, et c'est sans doute heureux, pour autant, du coup, maintenant, il y a une compétition qui s'opère sur le mode éducatif. C'est-à-dire que maintenant, autour du bébé, dès le bébé, les pères s'investissent et c'est formidable. Ils ont leur avis, quoi. Mais du coup, chacun veut imposer déjà son point de vue, qui est en général le point de vue de sa propre famille. Donc, il va être dans ma famille, non, il va être de la mienne, je vais imposer mes principes, non, moi les miens. Et puis l'éducation a fait des progrès formidables aujourd'hui, ces 30 dernières années, la psychologie de l'enfant. Donc, les parents, et c'est heureux, se sont emparés de ça. Mais du coup, ça devient non plus l'objet d'un débat, mais l'objet d'un conflit. C'est-à-dire, moi, j'ai ma conviction, j'ai entendu ça, j'ai lu ça. Et beaucoup de disputes se font autour de ces sujets-là. C'est pas faux. Ça se posait pas avant, puisque de toute façon, c'était la mère qui s'occupait du bébé. Donc, elle imposait ses trucs. Le père n'intervenait que sur les garçons à partir de 6 ans. Donc, You Can't Hurry Love, à part ça. Phil Collins sur Radio Notre-Dame. À tout de suite.
Ça rejoint un petit peu le message de Phil Collins, rejoint celui de l'anticipation, l'invitation à l'anticipation de Stéphane Clerget, au fait de prévenir plutôt que de subir une rupture parce qu'on ne se connaît pas assez et qu'on a été trop vite. Médecin, psychiatre que vous êtes, Stéphane Clerget, je le rappelle, votre prochain ouvrage qui sort dans une semaine, Ne plus souffrir en amour, aux éditions de la Musardine. Emmanuel Ballet-Cocremont et cet ouvrage J'arrête d'être mal dans mon couple chez Erol. Et enfin Liliane Holstein, La magie du couple heureux, c'est ce livre sorti aux éditions Médicis, comment réenchanter son couple justement par-delà la dispute et peut-être grâce à la dispute aussi, ça peut être constructif. Quand c'est constructif, ça peut même faire grimper enfin si je puis dire, ça peut faire franchir plusieurs marches d'un coup. C'est Liliane Holstein, on peut le dire ou pas, dans la progression du couple, le fait de s'aimer de plus en plus malgré ou grâce aux disputes. Liliane Holstein, vous êtes toujours avec nous. Oui. Je suis toujours avec vous, oui, tout à fait. Je pense que se disputer, c'est pas toujours une bonne chose. Comme le disait le médecin Stéphane Clerget. Voilà, très bien. Eh bien, je pense qu'on peut se disputer sans s'agresser, sans se violenter par la parole, etc. Et dans ce cas-là, ça devient un dialogue, un débat. Et c'est vrai que nous sommes à une époque où, finalement, le débat disparaît de plus en plus. Il faut être absolument d'accord. Ouais. Si l'on n'est pas d'accord, on est forcément ennemis. Et on a perdu cette habitude de débattre, de débattre gentiment, positivement, pour faire avancer les choses. Et très souvent, les disputes dans les couples, c'est une manière aussi de se faire peur. C'est comme si on essayait de jouer à l'extrême, à jouer à l'éventualité d'une rupture possible. Et ça reprend une peur archaïque qu'ont tous les humains, qui est la peur de perdre la personne aimée, à la base, qui est la mère. Et en fait, très souvent dans les couples, les gens vont avoir besoin de jouer à la limite, à se faire peur en se disputant de plus en plus pour toucher presque la limite et faire un pas en arrière après. Et pour se rappeler que finalement, non, c'est pas du tout ce dont on a envie. Mais c'est très dangereux, c'est un jeu dangereux. C'est parce que c'est un jeu qui entame le gâteau de l'amour. Moi, je considère que l'amour, l'état amoureux et l'amour d'un couple, c'est comme un magnifique gâteau. Et les disputes, chaque fois qu'il y a une dispute désagréable, violente, c'est comme si on prenait un coup de cuillère dedans et on ne peut pas remettre. C'est difficile de remettre le gâteau en place. Et c'est pour ça que les disputes, il faut vraiment faire très attention aux disputes. Je sais qu'il y a un mythe autour des disputes, de se dire qu'après les gens vont se rabibocher, en fait, se consoler, que ça ira mieux après. Mais je pense que ça fait du mal et que ça laisse des cicatrices. Et ça laisse des cicatrices d'autant plus importantes chez les enfants qui sont témoins de ces disputes-là. Parce qu'en fait, les parents, quand ils se disputent, prennent leurs enfants vraiment, je dirais presque en otage. Parce que les enfants sont obligés, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de visionner la dispute des parents. Ils sont comme sur une scène de théâtre, en spectateurs obligés. Ils n'ont pas le choix. C'est terrible. C'est intéressant, Emmanuel Cocremont, ce que vient d'évoquer Liliane. Oui, tout à fait. Quand je parle de confrontation, je ne parle pas de dispute, justement. D'accord. La dispute, je pense, en effet, elle est plutôt assez négative. Et ce qui est négatif dans la dispute, c'est pas la dispute en tant que telle, parce qu'en réalité, nous sommes des animaux. C'est-à-dire qu'il y a en nous et dans le couple un état de tension. Et cette tension doit être résolue. Alors, parfois, elle est résolue de manière plutôt saine à travers l'érotisation, la relation amoureuse, la tendresse, faire l'amour. Mais parfois, elle est résolue parce que simplement, on fait sortir les tigres, quoi. On fait sortir la tension et on se dispute. Ce qui pose problème, je pense, c'est de croire en ces disputes. Je sais que dans mon couple, par exemple, on se dispute peu. Au bout de 35 ans, on se dispute quand même moins qu'au départ. Mais on ne croit jamais en nos disputes. On appelle ça notre petit moment Sarah Bernard, on appelle ça, nous. C'est-à-dire, voilà, c'est de l'excès, on est tous les deux assez expressifs, donc c'est de l'excès, c'est de la tension qui sort. Et d'ailleurs, tous les couples le disent, les disputes n'ont souvent aucun intérêt. Ce sont des disputes sur des détails. La tension qui sort lors des disputes
et sur des détails, des choses pas importantes. Donc, il ne faut pas voir forcément la dispute comme quelque chose à supprimer, parce que cet état de tension, parfois, il passe par là. Mais il ne faut pas croire en ces disputes, et il faut revenir à la communication, à la confrontation saine, au débat, à tout ce qui fonde aussi la nécessité de tolérance dans la relation, de continuer aussi à apprendre de l'autre, en fait, apprendre qui est l'autre et apprendre de l'autre, c'est fondamental. Dans un couple, on croit toujours qu'on connaît l'autre. Les parents croient connaître leurs enfants. Dans le couple, on croit connaître son partenaire. On ne connaît pas l'autre. On ne sait de l'autre que ce qu'on projette et de ce qu'il veut nous montrer. Donc la relation, c'est aussi d'accepter de toujours continuer à faire évoluer cette relation. Et comme le disait mon collègue aussi Stéphane, aussi, plus le couple dure, plus en fait on passe par des étapes de vie, des transformations multiples et variées qui nous transforment en tant qu'individus. Et donc le couple nécessairement devient autre. Et donc continuer à apprendre à connaître l'autre, à ne pas considérer qu'on sait qui est l'autre, c'est une bonne démarche, je pense, pour continuer toujours à faire vivre son couple. Ouais, et être plus respectueux peut-être et plus curieux de l'autre, Stéphane. Tolérant. Chose à ajouter là-dessus, Stéphane. Oui, curieux de l'autre. Continuer d'explorer l'autre, c'est en tout cas le maintien du désir. Ça, c'est important. Je voulais rebondir sur ce que disait Emmanuel sur la théâtralisation, c'est-à-dire de ne pas croire ça, c'est évidemment c'est intéressant, mais il faut en avoir la compétence. Ouais. Ça implique, je suis bien d'accord. Mais c'est une compétence importante. Emmanuel. Oui, bien sûr. Mais, mais c'est vrai. Mais parce que finalement, tous les conseils qu'on donne pour que le couple, la dispute n'aboutisse pas à la rupture, de ne pas blesser l'autre, d'être dans une écoute active, de ne pas crier. Tout ça, ça va à contre-courant de nos émotions, puisque nos émotions, quand on est dans la dispute, on a impulsivité, on ne raisonne plus. Or, le principe, c'est de réussir à avoir du recul. La théâtralisation, c'est ça, c'est avoir du recul sur soi, c'est se regarder, dire. Et à partir du moment où on est capable de se regarder, dire, ça veut dire qu'on peut un minimum contrôler ce qu'on dit et un minimum écouter ce que dit l'autre. Donc ça, c'est vraiment la dispute réussie, en sachant qu'il est, dans nos sociétés, en tout cas occidentales, encore un peu chrétiennes, actuelles, la dispute fait partie de la communication. Il y en a toujours eu, elles n'étaient pas forcément violentes, mais elles ont toujours existé. On voit ça dans la littérature. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a peut-être un livre à faire sur l'art de la dispute et en tout cas un enseignement à donner à nos enfants. Bien sûr qu'il ne faut pas que les enfants assistent à nos disputes. On leur impose, mais pas toujours. Parfois, ils sont très curieux et ils viennent écouter parce que ça les passionne de nous voir, comme dit Emmanuel, sortir les tigres. Ils aiment bien nous voir ce qu'on a au fond de nos entrailles. Ils sont curieux de ça. Pas toujours traumatisés, heureusement. Mais surtout, ils apprennent à se disputer grâce à nous. Donc on peut se dire que ça peut être un temps éducatif, raison de plus de leur apprendre l'art de la dispute, une bonne dispute où on ne crie pas, on est à l'écoute de l'autre et on propose à la fin des solutions pour résoudre le problème. Donc on ne peut pas se passer de la dispute, c'est rare, mais faisons-en quelque chose d'utile pour notre couple et pour nos enfants. Ouais, sans mépriser l'autre. Il y a peut-être ça aussi, c'est un travers, messieurs, madame, Liliane Holstein. Le fait de mépriser l'autre, ça va vite. Ça va vite, ça aussi. Oui, alors quand on en est au stade de mépriser l'autre, on n'est plus tellement dans l'amour, parce que... on est dans la méprise. C'est l'antithèse de l'amour, le mépris. Et là, il faut vraiment s'inquiéter quand on en est à ce stade-là. Est-ce que je voudrais évoquer une chose qui me semble importante, c'est que très souvent les disputes finalement sont occasionnées par une frustration, et une frustration de tendresse, de libido finalement, quand les gens, soit par fatigue, soit par la vie est très très compliquée pour tout le monde, donc la libido baisse au fur et à mesure, et ça provoque forcément des agacements, des énervements dont les gens n'ont pas conscience finalement, mais qui va se manifester par de l'agressivité, le besoin de blesser l'autre, etc. C'est presque une manière de l'appeler, de lui dire « mais touche-moi, approche-moi, parle-moi, fais quelque chose, mais agis avec moi ». Et bien sûr, on s'y prend très mal quand on bouscule l'autre de cette manière-là. Donc vraiment, très souvent, je dis à mes patients, la meilleure manière de
déconnecter finalement une dispute qui va mal se passer, c'est déjà de prendre l'autre dans les bras tout de suite, de dire stop, juste viens là, viens dans mes bras, on a juste besoin de ça. Et c'est déjà ce qui va calmer instantanément l'agressivité. La plupart du temps, ça s'arrête net. Il faut une certaine forme de maturité. C'est vrai qu'aujourd'hui, où chacun, moi d'abord, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, pas simple, Emmanuel de Cocremont, de faire ce que vient de dire Liliane. Et pourtant, on sait tous que c'est ça qu'il faut faire. Oui, mais c'est aussi ça que j'appelle lutter contre les mythes, c'est-à-dire les illusions à propos de la famille ou du couple. C'est de croire que finalement, faire couple ou faire famille, c'est dans nos gènes, c'est une évidence, il suffit d'y aller, etc. Non, c'est vraiment le développement d'une compétence, d'une série de compétences très importante, et donc c'est se lancer dans une aventure qui va demander du travail, du courage, et une forme d'innocence aussi. C'est un peu une folie, quand même. Mais c'est beau, c'est beau parce que dans toutes les familles que je reçois, et forcément les familles qui viennent me consulter viennent parce qu'elles ont des difficultés, mais il y a toujours de la compétence, il y a toujours des choses très très belles. C'est juste que justement... c'est quoi la compétence et les valeurs, c'est quoi ? Non, les compétences, c'est pas les valeurs, c'est plus un savoir-faire, c'est-à-dire comment il y a une forme de génie en l'humain qui peut s'exprimer, que ce soit chez l'enfant, chez les adultes, chez le parent, et qui est une réponse adaptée à ce qui est en train de se passer. Et parfois, on est pris par des illusions, on est pris aussi par des pressions extérieures qui nous font passer à côté de ce qu'il y a sous nos yeux et qui nous permet de faire famille et de faire couple de manière plus épanouissante. Pression extérieure du style quoi ? Du style les injonctions, les... Oui, l'une des choses que je défends la plus dans mon nouveau livre sur Vos enfants ne sont plus vos enfants, c'est de cesser de voir l'enfant comme quelqu'un qui n'a pas une intelligence pleine et entière, et c'est de cesser de considérer l'enfant sans équidignité, c'est-à-dire que ses pensées, ses rêves, ses besoins, ses ressentis ont autant de valeur que ceux d'un adulte. Et en thérapie familiale, ce que je fais beaucoup, c'est de permettre aux parents de cesser d'être parents et d'être juste déjà là en tant qu'être humain, à l'écoute d'un autre être humain, mais qui est un être humain enfant, donc avec sa vie enfantine spécifique, et de dialoguer, d'entrer en contact avec l'intelligence intuitive de l'enfant, avec ce que l'enfant voit. Les enfants sont très curieux de ce qui se passe chez les adultes, mais ils ont aussi une opinion très tranchée et très lucide parfois sur ce qu'ils voient. Donc parfois c'est intéressant de voir ça. Par exemple, en thérapie familiale, je me rappelle, j'avais eu un couple, ils voulaient se séparer. J'ai demandé aux enfants, qu'est-ce que vous pensez de vos parents qui veulent se séparer ? Est-ce que vous pensez que... Et en fait, les réponses des enfants ont été très, très riches et très intéressantes. Ils disaient quoi, par exemple ? Et globalement, les deux enfants étaient assez lucides sur l'idée. Ils étaient petits, ils avaient 8 et 12 ans, je crois. Ils étaient assez lucides pour dire, ils en sont arrivés à un point où ça devient difficile de faire couple pour eux, mais ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait pour, en fait, ruiner leur relation. Et les enfants ont donné des exemples assez précis de ce qu'ils avaient observé dans la relation de couple, qui avait mené à la faillite. Ouais. Et donc, ces parents, finalement, n'avaient pas su à un moment demander simplement à leurs enfants ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient. Peut-être que ça aurait été des clés intéressantes. Ouais. Sans les prendre en otage, en tout cas, Stéphane Clerget. Oui, sans les instrumentaliser non plus, évidemment. Oui, tout un art, en tout cas. Merci de nous avoir donné quelques clés, justement, pour plus de paix et surtout de pérennité dans le couple. La dispute n'est pas irrévocable, n'est pas irrémédiable, mais attention à ne pas se maltraiter dans son couple. C'est important d'en prendre soin comme un beau gâteau. Liliane Holstein, merci à vous. Je rappelle votre livre « La magie du couple heureux, comment réenchanter son couple » chez éditions Médicis. Merci Emmanuel de Cocremont et votre livre « Vos enfants ne sont plus vos enfants » et ne plus arrêtez, j'arrête d'être mal dans mon couple, je vais y arriver chez Erol. Et enfin merci Stéphane Clerget et votre ouvrage qui va sortir la semaine prochaine, donc Ne plus souffrir en amour, à la Musardine. Merci les amis, bonne soirée à tous.